Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo nous allons parler échantillonnage. Alors le terme échantillonnage peut se référer à plusieurs choses différentes, par exemple au choix d'un échantillon dans une population pour effectuer une étude ou un sondage. Les différents modes de sélection d'un échantillon ne seront pas vus ici. Ce qui va nous intéresser, ce sont ce qu'on appelle les échantillonnages ou les échantillons aléatoires est strictement aléatoire, et donc sans choix préalable de quota ou de strate ou que sais-je. Donc là, on aura une autre vidéo qui évoquera un certain nombre de techniques d'échantillonnage qui ne sont pas complètement aléatoires. Et nous, si on veut pouvoir dire quelque chose mathématiquement parlant, il faut parler d'échantillonnage aléatoire, tel que le sondage aléatoire dans la rue, ou l'enquête sur Internet, ou encore une fois dans la rue, d'une manière générale. Alors on va voir d'une manière calculatoire, et puis avec les lois qui sont concernées, en particulier donc ici la loi normale, ce qu'on peut dire de l'échantillonnage. Ce que vous avez découvert au lycée, par exemple, là c'est la notion de fluctuation d'échantillonnage. Donc on parlait très facilement de fluctuation d'échantillonnage des proportions, en particulier au lycée. On va voir ici donc un petit peu plus précisément, dans le détail, dans le cœur de ce qu'on peut faire et visualiser, calculer, la distribution d'échantillonnage des moyennes ou des proportions. Et on ne va pas parler justement, en particulier dans cette vidéo, d'intervalle de fluctuation. Ça pourra faire l'objet encore une fois d'autres vidéos, notamment une petite vidéo d'exercice sur ces fluctuations d'échantillonnage. Mais on réservera, si vous voulez, ce concept d'intervalle de fluctuation ou d'intervalle de confiance en allant dans l'autre sens pour l'estimation, à la partie suivante du chapitre. Donc ici, regardons un petit peu de quoi on veut parler. En fait, prenons un exemple d'une population de pièces qui ont été usinées ou fabriquées à la main, peu importe. C'est un tableau que j'ai déjà pris en exemple dans une vidéo précédente. Donc j'ai un total de 200 pièces et je les ai pesées, pas très précisément, puisque vous voyez qu'on les range ensuite, ces 200 pièces, dans un intervalle de 3,5 à 3,7 kg, ou 3,7, 3,77, et ainsi de suite. Donc on a une répartition assez grossière des différentes pièces parmi les 200 usinées en fonction de leur masse. En tout cas, j'ai affaire à une population, et dans cette population, j'ai accès à un certain nombre de résultats. Je connais complètement ma population. J'ai son effectif total, 200 pièces, et je peux également calculer la masse moyenne de ces 200 pièces. Alors on s'aiderait de la calculatrice, par exemple, hein, en entrant les centres des classes dans une liste. 3,6, 3,735, 3,775, voilà, et ainsi de suite. 3,785, pardon, voilà pour les centres, et ainsi de suite. Et puis dans une deuxième liste, on entrerait les effectifs et on demanderait en stat à une variable à la calculatrice la moyenne de ces masses. À ce moment-là, on va trouver une moyenne de 3,8034 kg en arrondissant à la quatrième décimale dans ce tableau-là. On peut aussi demander l'écart type à la calculette sigma 0,07423 kg. Alors, la calculatrice va nommer x bar et sigma la moyenne et l'écart type d'un tableau que vous lui donnez. Nous, à partir de maintenant dans le chapitre, on va devoir absolument éviter toute confusion quand on cite un paramètre. Il faut bien savoir si on parle d'une population ou si, par la suite, on va parler d'un échantillon tiré de cette population. Donc on va faire attention à bien choisir des lettres grecques pour parler de la population, et on choisira dans notre alphabet pour parler d'un échantillon. Donc la moyenne de la population sera notée mu, l'écart type de la population sigma. On pourra parler aussi d'autre chose, d'une proportion. Donc, par exemple, quelle est dans cette population la proportion d'éléments qui pèsent entre 3,5 et 3,77 kg. Nous avons 9 pièces plus 27, ça nous fait 36 pièces sur les 200, soit une proportion de 18%, 0,18. Et on n'utilisera pas la lettre P pour parler de cette proportion, mais la lettre pi pour respecter cette convention de l'alphabet grec. Alors à partir de là,
On peut aussi donc imaginer ou le comportement de divers échantillons issus de cette population. Est-ce qu'un échantillon aléatoire issu de cette population, par exemple un échantillon de 20 pièces, aurait exactement la même moyenne que celle de la population? Ce serait quand même assez improbable. Ça peut peut-être arriver, mais enfin c'est très improbable. On imagine aussi qu'il n'y aura pas le même écart-type, ou encore en rouge, pas la même proportion de pièces dans les deux premières colonnes. Donc tirons un échantillon aléatoire du tableau de dessus. Cette fois-ci, j'ai une pièce dans le premier intervalle, 3 dans le deuxième, 8 dans le troisième, etc. Pour un total de 20 pièces. Alors je vais utiliser non pas des lettres grecques, mais un n majuscule pour la taille de la population, un n minuscule pour la taille de l'échantillon. Et je peux à nouveau entrer ce tableau dans la calculatrice pour demander une moyenne et un écart-type. Ce que moi, je vais noter, x bar, cette fois-ci, et surtout pas sigma, mais S pour l'écart-type de l'échantillon. Ce tableau-là nous donne une moyenne de environ 3,78 kg, avec un écart-type de 0,054. Donc on est sur d'autres valeurs que les valeurs de la population, évidemment, puisqu'on a simplement sélectionné quelques individus, donc ils ne sont pas à 100% représentatifs des 200 individus de la population, bien évidemment. D'ailleurs, la proportion d'éléments qui appartiennent aux deux premières colonnes est cette fois-ci de 4 sur 20, c'est-à-dire 20%. Cette fois-ci, je la note dans notre alphabet avec le P de proportion, P égale 0,2. Alors ça, c'est un échantillon, mais si je recommence un tirage aléatoire de 20 pièces dans la population de départ, je vais obtenir une autre répartition, une autre distribution d'effectifs, et donc une autre moyenne, un autre écart-type, et une autre proportion de pièces appartenant aux deux premières colonnes. Et je peux reproduire ça, non pas à l'infini, mais un très grand nombre de fois. Il existe énormément d'échantillons différents de 20 pièces que je peux choisir parmi 200. Alors évidemment, je ne vais pas tous les lister, ces échantillons, parce que ça prendrait beaucoup de place. Pour savoir quel est le nombre total de façons de choisir 20 pièces parmi 200, même en interdisant la répétition et sans tenir compte de l'ordre des 20 pièces, eh bien ce nombre vaut C220, un nombre de combinaisons qui dépasse allègrement le milliard. Je n'ai plus le résultat en tête, mais on est très très largement au-dessus d'1 milliard d'échantillons possibles. Donc bien entendu, il est hors de question d'aller lister tous les échantillons pour regarder comment se comportent les différentes moyennes d'échantillons par rapport à celles de la population, ou les différents écarts-types par rapport à celui de la population, ou les différentes proportions par rapport à celles de la population. En fait, il n'est pas nécessaire de connaître tous les échantillons pour savoir à l'avance comment la liste des moyennes d'échantillons va se comporter, comment la liste des proportions va se comporter, et comment la liste des écarts-types va se comporter. Alors, petit bémol, on ne parlera pas de la distribution d'échantillonnage des écarts-types, donc cette liste de valeurs, en comparaison de sigma. Mais on va se concentrer sur la distribution d'échantillonnage des moyennes et la distribution des proportions. Alors, on montre en fait que si grand N est suffisamment grand, et surtout si petit n est suffisamment grand, sinon on tomberait dans des cas particuliers, eh bien, quelle que soit la distribution des effectifs dans la population de départ, la distribution des moyennes, elle, peut être approchée très précisément par une loi normale. Ces valeurs-là, qui seront donc en très grand nombre, non seulement vont tourner autour en fait de la moyenne de la population, il y en aura autant au-dessous qu'au-dessus, mais en plus elles vont se distribuer suivant une loi normale. Donc ça ne se distribue pas n'importe comment, ça va se distribuer selon une courbe en cloche, autour de mu. Idem pour les proportions. Les différentes proportions qu'on va relever dans les différents échantillons forment une variable aléatoire qui se comporte comme une loi normale et autour de la proportion de la population. Donc on va justement voir un petit peu plus dans le détail comment ça se comporte, parce que qui dit loi normale dit moyenne, alors on pressent que la moyenne de ces valeurs-là va être celle-ci, et que la moyenne de ces valeurs-là va être celle-ci, mais il y a aussi un écart-type.
les x bars vont avoir un certain écart type autour de mu, et les p vont avoir un certain écart type autour de pi. Donc là, il faut bien comprendre cette notion. On est en train, si vous voulez, de considérer de plus en plus de valeurs différentes, chacune ayant un sens bien précis. Donc il faut surtout bien savoir analyser ce qu'on est en train de faire, ce dont on est en train de parler. Et quand on parle d'écart type, est-ce qu'on est en train de parler par exemple de l'écart type de la population, de l'écart type des valeurs dans un échantillon, ou de l'écart type de la distribution des moyennes autour de mu? Ce qui est 3 écarts types différents. Et il y en a un quatrième, c'est l'écart type des distributions des P autour de pi. Et encore, je ne vous parle pas de l'écart type de la distribution des écarts types. Ce qui est encore pire si on veut se tromper en n'étant pas trop habitué à parler de ça. Alors, regardons donc un peu plus précisément. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par échantillonnage aléatoire? En fait, il y a deux types d'échantillonnage aléatoire qui existent, qui sont définis et qui donnent lieu à des formules toutes faites qu'on peut utiliser de manière automatique. Il y a d'abord ce qu'on appelle l'échantillonnage aléatoire simple, l'EAS. L'échantillonnage aléatoire simple, il tient compte de l'ordre et il autorise la remise. Ce qui est d'ailleurs l'échantillonnage qui correspond à moins de cas concrets, parce que lorsque vous faites un sondage dans la rue, par exemple, vous ne tenez pas compte de l'ordre dans lequel vous interrogez les différentes personnes, et vous ne faites pas de remise, c'est-à-dire vous n'interrogez pas deux fois la même personne sur le même sondage. Donc on est sur quelque chose d'un petit peu plus théorique ou qui concerne des cas concrets mais moins nombreux, sans doute dans l'industrie ou dans des essais de connexion d'ordinateur. Oui, on considère là des tirages avec remise, par exemple. Mais le plus souvent, c'est vrai que dans la pratique, on va utiliser ce qu'on appelle l'échantillonnage exhaustif, qui lui va interdire la remise et à la fin ne pas tenir compte de l'ordre d'arrivée. Donc on a les deux cas les plus extrêmes, on va dire, et on ne va pas définir les deux cas intermédiaires qui diraient oui pour l'un, non pour l'autre. C'est en fait sans intérêt. On va voir que ces deux-là sont largement suffisants pour décrire tout ce qu'on souhaite décrire. Alors, un exemple, si je prends une population très petite pour pouvoir voir quelque chose, donc j'ai une population de 6 nombres, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et là-dedans, je vais tirer des échantillons aléatoires de 2 nombres. Donc je choisis au hasard 2 nombres. Évidemment, il ne va pas se passer la même chose si j'autorise la remise ou si je ne l'autorise pas, ou si je tiens compte de l'ordre et si je n'en tiens pas compte. Dans le cas de gauche, en EAS, il va y avoir 36 couples possibles à l'arrivée. J'autorise la répétition, donc je peux choisir 0 et 0 dans la population de départ, ou alors 1 et 1, 2 et 2, etc. Et en plus, le choix 1, 3 est différent du choix 3, 1. Donc je les écris à deux positions différentes et je les comptabilise tous les deux. Et ainsi de suite, ils vont tous par paire, en fait, par symétrie ici. Si évidemment j'interdis la remise et je ne tiens pas compte de l'ordre, je me retrouve avec des combinaisons. Et il se trouve ici que j'ai 10 combinaisons possibles. Voilà, donc deux nombres différents sans tenir compte de l'ordre issus de cette population de 6 nombres, eh bien il y en a, j'ai dit 10 mais c'est 15, il y en a 15 possibles, 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. Alors ici on a 36 échantillons possibles, ici on en a 15. Donc effectivement il ne va pas se passer la même chose, et par rapport à la diapo précédente qui vous montrait un échantillonnage des pièces usinées, etc., on ne sait pas trop sur quel pied danser finalement, qu'est-ce qu'on était en train de faire. Alors, creusons maintenant cet exemple-là, qui est beaucoup plus simple puisqu'on a tout sous les yeux. Et on verra d'ailleurs à l'arrivée qu'il est à la limite trop simple. Regardons maintenant ce que font les moyennes de nos échantillons. En se plaçant d'abord en EAS, alors d'abord, je précise que dans la population, je peux tout à fait calculer une moyenne et un écart type. On a ce qu'on appelle dans la population une distribution uniforme, c'est-à-dire que les 6 valeurs sont présentes les unes à côté des autres avec la même probabilité d'être choisies. Donc on ne peut pas faire plus plat comme distribution, on n'a rien qui relève d'une loi normale ici. La moyenne de 0, 1, 2, 3, 4, 5, c'est 2,5, et l'écart type 1,70-78 environ.
Vous pouvez tout bêtement rentrer 0, 1, 2, 3, 4, 5 sur une liste de votre calculatrice, vous demandez moyenne écart type, voilà ce que seront les résultats. Maintenant, je vais me placer en EAS, je vais regarder mes 36 échantillons, et je m'intéresse à la distribution d'échantillonnage des moyennes. Donc, tout ce qui m'intéresse, c'est la moyenne de chaque échantillon. Et donc, pour chaque couple de valeurs choisies dans la population, je calcule la moyenne. 0, 0, moyenne 0. 0, 1, moyenne 0,5. 0, 2, moyenne 1. Etc., etc., etc. Et là, je me rends vite compte, rien qu'en les regardant comme ça, que la distribution des moyennes des échantillons n'est pas uniforme. Il n'y a pas autant d'échantillons dont la moyenne vaut 0 que d'échantillons dont la moyenne vaut 2. 2, 2, 2, 2, 2, ça se rencontre 5 fois. La moyenne 2,5 se rencontre 6 fois, dans 6 échantillons différents. Donc on a une distribution qui n'est peut-être pas tout à fait en cloche, mais qui va nous montrer qu'on a une majorité d'échantillons dont la moyenne est elle-même proche de 2,5, qui est la moyenne de la population, et une minorité dont les moyennes sont extrêmes, soit très faibles, soit très fortes. Regardons graphiquement ce que donne cette distribution d'échantillonnage des moyennes. En nombre d'échantillons. Un échantillon a une moyenne de 0, 2 ont une moyenne de 0,5, 3 ont une moyenne de 1, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. On retrouve ici en plein centre les 6 échantillons qui ont une moyenne de 2,5. Par contre, plus la moyenne augmente, et moins on trouve d'échantillons correspondants, pour arriver au dernier cas extrême du seul échantillon dont la moyenne vaut 5, qui est l'échantillon 5,5. Alors évidemment, on n'a pas une distribution en cloche, on ne peut pas parler de loi normale à ce stade-là, mais on voit quand même qu'une répartition entre guillemets normale a tendance à vouloir se dessiner, même à partir d'une distribution uniforme dans la population. Évidemment, cette distribution n'est pas normale, donc j'en parlerai juste après, mais là on va continuer dans nos calculs. Si maintenant, je veux savoir quelle est la moyenne des échantillons, c'est-à-dire tous ces relevés qui ont conduit à ce graphique tournent autour de quelle moyenne, ou plus exactement, ont quelle moyenne calculable. Eh bien, je peux entrer les 36 valeurs dans la calculatrice et demander la moyenne, ou alors je les additionne moi-même toutes et je divise le tout par 36. Eh bien, miracle, la moyenne de grand X bar, la variable aléatoire des petits X bar ici, vaut 2,5, c'est-à-dire la moyenne de la population. Donc, c'est sans surprise, puisque j'avais commencé à l'annoncer dans la diapo précédente, les différents échantillons ont des moyennes qui elles-mêmes se moyennent sur mu, moyenne de la population. Très bien. Quel est maintenant l'écart type de ces moyennes? Quel est l'écart type de cette distribution-là autour de 2,5? Si vous entrez les 36 valeurs sur la calculatrice et que vous demandez l'écart type, la calculette va vous donner, elle va l'appeler sigma évidemment, à vous de savoir qu'il s'agit de l'écart type de x bar, 1,2076. Ah, donc là on est un petit peu ennuyé parce que ça n'est pas l'écart type de la population. Par contre, ce que je peux vous dire, et ça fonctionne à tous les coups, c'est que c'est égal à sigma sur racine de n. C'est-à-dire que si vous prenez l'écart type des individus de la population et que vous divisez par la racine carrée de la taille de l'échantillon, donc ici 1,7078 sur racine de 2, vous allez tomber sur ce qui va être l'écart type de la distribution des moyennes des échantillons. Voilà, donc c'est peut-être un peu compliqué à envisager comme ça d'une manière brute, mais c'est comme ça que ça va fonctionner, en tout cas en EAS, lorsqu'on autorise la répétition et qu'on tient compte de l'ordre. Ce sigma sur racine de n, c'est quelque chose qu'on rencontre très souvent et qui est le plus couramment utilisé. Et on verra que pour l'échantillonnage exhaustif, on aura une formule transformée par rapport à celle-ci. Malheureusement, dans la pratique, c'est l'échantillonnage exhaustif qu'on utilise le plus couramment. Donc il y a, non pas un paradoxe, mais enfin quelque chose qu'il va falloir qu'on approfondisse un petit peu. Alors cette fameuse répartition normale, vous allez me dire, oui, mais là on triche un peu parce que, certes, on a une moyenne et un écart type, mais on ne peut pas les placer telles quelles dans une loi normale. On n'est pas en train de suivre exactement une courbe de loi normale. Non,
C'est parce que j'ai non seulement une population toute petite, mais encore ça, c'est pas bien grave, c'est surtout que l'échantillon est très petit. Si j'ai des échantillons de 2 individus, j'ai un cas qui est tellement caractéristique que ma distribution est triangulaire à l'arrivée à tous les coups. Par contre, si je prends un autre exemple dont je ne montrerai pas l'aspect numérique ici, mais d'une population de 15 éléments dans laquelle je choisis des échantillons de 3 éléments en EAS, eh bien voilà comment se répartissent les différentes moyennes des échantillons. Alors évidemment, là j'ai fait des arrondis parce que j'aurai des échantillons de moyenne 0, des échantillons de moyenne 0,33, des échantillons de moyenne 0,66. J'ai tout compté dans 0. Ensuite, j'ai des échantillons de moyenne 1, d'autres 1,33, d'autres 1,66, je compte tout dans 1. Donc ce graphique, il simplifie la situation, si vous voulez, par rapport au détail complet, on va dire. Mais on commence à voir que, en fonction des différentes moyennes des échantillons qu'on peut atteindre, le nombre d'échantillons ne varie pas linéairement. Ça commence à se courber, et ça commence déjà à ressembler à une loi normale. De plus, on va prendre une précaution, et on le verra après, pour être sûr qu'une loi normale symbolise très bien le comportement des échantillons, c'est de s'assurer que petit n est supérieur à 30. Alors si déjà avec petit n égale 3, on voit se dessiner un petit peu mieux la courbe d'une loi normale, avec petit n égale 30 dans des populations donc beaucoup plus grandes, là on est sur quelque chose qui suit à peu près exactement la courbe d'une loi normale. Alors, voilà ce qui se passe en échantillonnage aléatoire simple, voilà comment se comportent les moyennes des échantillons, et notamment avec deux paramètres. Quelle est la moyenne des moyennes? Celle de la population. Quel est l'écart type des moyennes? L'écart type de la population sur racine de n. Très bien. Voyons maintenant ce qui se passe en échantillonnage exhaustif. Cette fois-ci, j'ai affaire à mes 15 échantillons et non plus 36, mais dans lesquels je peux calculer à nouveau les moyennes. Par exemple, entre 0 et 5, j'ai la moyenne 2,5. Bon. Regardons la distribution d'échantillonnage des moyennes. Donc j'ai un échantillon de moyenne 0,5, un échantillon de moyenne 1, deux échantillons de moyenne 1,5, deux échantillons de moyenne 2, etc. etc. Je n'ai que ça. J'ai évidemment une distribution qui est moins étoffée, on va dire, que la précédente. Et en plus, vous voyez, ça va se répartir en escalier, cette fois-ci, et non plus exactement en triangle. Donc en échantillonnage exhaustif, il ne se passe pas tout à fait la même chose. En échantillonnage aléatoire simple. Alors, au niveau de la moyenne des moyennes, ça ne va rien changer, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a une répartition symétrique autour d'une valeur centrale qui va être 2,5. Ce qui, logiquement, nous conduit à penser que si on additionne les 15 valeurs et qu'on divise le tout par 15, on obtiendra 2,5. Et c'est effectivement ce qui va se passer. Donc ça, c'est une constante. La moyenne de la distribution d'échantillonnage des moyennes est la moyenne de la population. L'écart type, par contre, il ne vaut plus à peu près 1,20, mais il vaut cette fois-ci 1,08. Il a baissé. Effectivement, cette distribution en escalier nous propose une distribution un peu plus ramassée vers le centre, et donc un écart type un peu plus réduit. C'est systématiquement le cas quand on passe d'un EAS à un échantillonnage exhaustif. Alors, à quelle formule est-ce que ça répond si ça n'est pas sigma sur racine de n? Eh bien, c'est en fait sigma sur racine de n multiplié par un nouveau coefficient, qui n'est pas le plus simple, mais qui est celui-là. J'aurais pu tout mettre dans une grande racine carrée, au fait. Donc j'ai une fraction qui apparaît, qui est grand n moins petit n sur grand n moins 1. Alors ici, avec grand n égale 6 et petit n égale 2, grand n moins petit n, ça vaut 4, grand n moins 1, ça vaut 5. Donc j'ai la racine carrée de 4 cinquièmes, qui va être inférieure à 1, et qui, en se multipliant à sigma sur racine de n, va faire baisser légèrement la valeur de sigma sur racine de n. Lui, tout seul, valait 1,20 environ, et ici, je vais me retrouver avec 1,08. Bon, bah très bien, on a une formule qui est spécifique à l'échantillonnage exhaustif. Le tout, c'est qu'on ait nos outils à disposition. Alors, évidemment, là aussi, même configuration. Si je me mets à prendre des populations plus grandes et à augmenter la taille de mes échantillons,
je verrai quelque chose de courbe qui commence à se dessiner et non plus des escaliers bien droits. Très bien, alors récapitulons. J'ai une population de taille grand N sur chaque individu de laquelle a été relevée une valeur petit x. Donc ça peut être la masse des pièces usinées tout à l'heure, ça peut être une population numérique, comme dans l'exemple précédent, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ça peut être une liste de copies d'étudiants qui viennent d'être corrigés, donc une liste de notes, les valeurs petit x, donc x1, x2, x3. Cette liste forme une variable grand X, x majuscule, qui a pour moyenne mu. Alors prenons des notes, donc moyenne de la promotion, avec un écart type sigma, donc une fluctuation moyenne des notes autour de cette moyenne. Bien, donc on part sur cette base-là, et maintenant on envisage un échantillonnage. On envisage tous les échantillons de taille petit n, évidemment inférieur à grand n. Et encore en ES, on pourrait, mais ça serait pas très intéressant, dont les moyennes petit x bar. Alors, x bar 1, x bar 2, x bar 3 pour les échantillons 1, 2, 3, forment la variable aléatoire notée grand X bar, donc la liste des différentes moyennes des différents échantillons. Alors, qu'est-ce qu'on a vu? D'abord, la moyenne de grand X bar est mu, systématiquement. C'est ce qu'on a vu hein, en EAS ou en exhaustive, ça fonctionnait toujours. D'ailleurs, quelle que soit la valeur de grand N et de petit n, aussi petit soit-il. Hein, on avait pris grand N égale 6, petit n égale 2, c'était vraiment minuscule, ça a fonctionné. Si petit n est supérieur à 30, donc c'est la remarque que je faisais précédemment, alors cette distribution en cloche est vraiment très très proche d'une loi normale. La loi de x bar est considérée comme normale. Avec une certaine loi normale, et surtout donc au niveau de l'écart type, un certain calcul à faire si on est en EAS, et un autre calcul à faire si on est en échantillonnage exhaustif. Par contre, le fait d'avoir cette fraction supplémentaire, même si on est en échantillonnage exhaustif, n'est pas forcément une nécessité à utiliser si on part d'une grande population. Grande, qu'est-ce que ça veut dire? C'est relatif, hein, c'est comparé à la taille de l'échantillon. En fait, si jamais votre population est plus de 20 fois plus grande que votre échantillon, vous pouvez ne pas utiliser cette formule, mais considérer que celle-ci sera une bonne approximation de la réalité. Alors, première remarque, on a déjà utilisé ce critère de grand N supérieur à 20 petit n. C'était celui qui nous autorisait de passer d'une loi hypergéométrique à une loi binomiale. Et justement, la loi hypergéométrique, on n'est plus dans ce cadre-là, hein, la loi hypergéométrique est une loi dans laquelle on interdisait la répétition, comme l'échantillonnage exhaustif, et la loi binomiale est une loi dans laquelle on autorise la répétition, c'est le cas de l'EAS ici en échantillonnage. Donc on a le même genre de critères et ça n'est pas un hasard. Si vous regardez les formules des écarts types de la loi hypergéométrique et de la loi binomiale, vous constaterez en creusant bien dans ces formules que la seule différence qu'il y a, c'est justement la racine carrée de grand n moins petit n sur grand n moins 1. Cette fraction apparaissait déjà dans l'écart type de la loi hypergéométrique. Alors, pourquoi si grand N est supérieur à 20 petit n, on peut s'affranchir du calcul de cette fraction? Eh bien, prenez un exemple, je ne le prendrai pas ici sur la diapo, mais prenez-le vous-même. Si vous prenez grand N qui est beaucoup plus grand que petit n, par exemple, je ne sais pas, grand N égale 10 000 et petit n égale 100. Vous avez donc un numérateur qui vaut 9900, alors que le dénominateur vaut 9999. Donc la fraction vaut à peu près 0,99. Et sa racine carrée vaut à peu près 0,995. Vous pouvez vérifier avec une calculatrice, c'est à peu près ça. Est-ce qu'il est très intéressant de multiplier un nombre calculé par 0,995? Eh bien en fait, pas vraiment, ça ne va pas beaucoup le modifier. Certes, il y a un petit écart, mais enfin, le décalage n'est quand même pas si énorme que ça. Et donc, on fixe une barre à grand N supérieur à 20 petit n à partir du moment où cette comparaison-là peut être effectuée.
ou au moins supposé, hein, même si on ne connaît pas la taille de la population, ça sera souvent le cas dans un énoncé, eh bien, ce qui relevait de l'échantillonnage exhaustif pourra être traité avec une formule de AS. Et ça nous simplifiera bien la vie, d'autant plus que, comme je viens de le dire, il y a beaucoup d'énoncés dans lesquels on nous parle d'une grande population, mais on ne nous donne pas la taille de la population, donc on serait bien ennuyé pour appliquer cette formule. Donc typiquement, dans ces exercices, on le verra, hein, dans une vidéo, on dit qu'on est en exhaustif, mais on dit aussi que quand n est supposé suffisamment grand pour appliquer les formules de l'EAS. C'est un cheminement qui est extrêmement typique en exercice. Alors parlons très brièvement de la distribution d'échantillonnage des proportions. On va voir qu'on est exactement sur le même schéma. Les seules choses qui vont changer, c'est ce qui va apparaître dans les lois normales, en fait. Mais on va quand même retrouver cette fraction finale, et donc cette même approximation. Prenons un exemple directement. Je prends la même population, 0, 1, 2, 3, 4, 5, mais cette fois-ci, je m'intéresse à la proportion des nombres pairs. Dans 0, 1, 2, 3, 4, 5, cette proportion est de 1 tiers. Effectivement, attention, 0 n'est pas un nombre pair, il n'est pas un pair non plus, il est à part, 0. Les seuls nombres pairs ici sont 2 et 4. Donc ça fait 2 nombres sur les 6, 2 sixièmes, donc ça fait 1 tiers. Voilà la proportion existant dans ma population, et je vais m'intéresser à l'EAS, juste pour qu'on voit quelque chose. Je ne ferai pas de diapo sur l'échantillonnage exhaustif. Très bien, prenons tous nos échantillons de taille 2, et regardons dans chaque échantillon quelle est la proportion de nombres pairs. Ici 0, ici 0, ici 0,5, c'est-à-dire 50%, 0, 50%, 0, etc., etc. Donc j'ai beaucoup d'échantillons dans lesquels j'ai 0% ou 50% de nombres pairs. Et puis parfois, avec 2, 2, 2, 4, ça va fonctionner, j'ai 100% de nombres pairs. Donc proportion P égale 1. Voilà, je termine l'affichage de ces proportions. Et on va voir ce que ça donne au niveau graphique, mais vous voyez bien que mon exemple est vraiment très simple. Je n'ai que 3 valeurs différentes possibles de proportion, c'est 0%, 50% ou 100%. Donc la distribution ne va pas être très sympathique à observer, mais on remarque effectivement que on a une distribution qui n'est pas uniforme, à partir d'une valeur fixe. Hein, je ne m'intéresse pas à une distribution cette fois-ci au départ. Attention, je n'ai pas une moyenne ou un écart type, j'ai juste une valeur. À partir de cette valeur, je crée une distribution d'échantillonnage quand même. Cette distribution n'est pas uniforme, et je vous l'affirme, mais vous pourriez le vérifier sur un tableur par exemple. Si vous prenez une population un peu plus grande et des échantillons un peu plus grands dans cette population, et que vous prenez le temps sur Excel par exemple de calculer vos proportions, avec des formules évidemment, vous vous rendrez compte que la distribution d'échantillonnage des proportions va commencer à ressembler à ce que donnerait une loi normale. Donc ce qui peut être assez sympa à réaliser sur tableur. Il n'est pas exclu d'ailleurs que je fasse des vidéos dédiées à Excel, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus aussi. Bref, en trichant un peu, on voit se dessiner une répartition normale, mais sans même parler de loi normale, on peut calculer la moyenne et l'écart type de cette liste de 36 valeurs. Si je calcule la moyenne de ces 36 valeurs, je vais tomber sur un tiers. Ça fonctionne, c'est miraculeux, non. Non, non, c'est mathématique. C'est en fait la proportion qui avait été relevée dans l'échantillon, dans la population, excusez-moi. Donc, les différentes proportions P tournent autour de la proportion relevée dans la population et ont même exactement pour moyenne cette proportion-là. Quel est maintenant l'écart type des valeurs P? Un tiers. Alors là, attention, c'est une coïncidence, on n'est pas obligé de tomber sur la même valeur, mais ce qu'il faut savoir en fait, c'est que nous avons une formule qui nous fait à tous les coups aboutir à ce nombre-là. Vous calculez la racine carrée de pi 1 moins pi sur n. Alors tout à l'heure, avec un écart type sigma dans la population, on avait sigma sur racine de n. Ici, c'est racine de pi 1 moins pi sur racine de n. Alors pi va à 1 tiers, on peut même le regarder rapidement. Hein. 1 tiers multiplié par 1 moins 1 tiers qui vaut 2 tiers. 1 tiers fois 2 tiers, ça vaut 2 neuvièmes. Que je divise par n qui vaut 2. 2 neuvièmes divisé par 2, je trouve 1 neuvième. Et la racine carrée
de 1/9, c'est effectivement un tiers. Donc, j'ai les moyens de calculer la moyenne et l'écart type de la distribution des proportions dans un échantillonnage, dans une population. Voilà, donc soit une population de taille n, dans laquelle la proportion d'individus de type T a pour valeur pi, précédemment c'était la proportion de nombre pair, qui valait un tiers. On envisage tous les échantillons de taille petit n, dont les proportions petit p de même type d'individus forment la variable aléatoire notée grand P. Alors, la moyenne de grand P est systématiquement pi. Si n est supérieur à 30, la loi de P est considérée comme normale. Si on est en EAS, alors voilà ce qui va se passer. Je suis sur une loi normale de moyenne pi et d'écart type racine de pi 1 moins pi sur n. Alors la racine carrée est globale ici, hein, bien sûr. Et si par contre on est en échantillonnage exhaustif, eh bien on a toujours ce fameux coefficient multiplicateur qui vient s'inviter, on va dire, dans le calcul de l'écart type, qui vient le compliquer un petit peu. Mais encore une fois, si on peut considérer que la population est plus de 20 fois plus grande que l'échantillon, alors il n'est pas nécessaire de calculer ce ratio, et on peut en rester à ce calcul-là, ce qui sera une très bonne approximation de la réalité. Voilà, donc évidemment, je vous donne rendez-vous pour une vidéo d'exercice sur ce sujet, parce que avec tout ce qui a été dit dans cette vidéo, l'important maintenant, c'est de s'entraîner et d'appliquer les points essentiels, et dans le bon ordre, et à partir d'un énoncé qu'il faut traduire. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour cette fameuse vidéo de correction d'exercice, et d'ici là, eh bien, potassez bien vos mathématiques. Au revoir.